Deuxièmement, le changement climatique. J'ai été à Ziguinchor, mais on a perdu des kilomètres carrés envahis effectivement par la mer. Donc, une contrainte majeure pour le développement de l'agriculture. Troisième aspect, c'est par rapport à l'industrialisation. Parce que moi, j'ai traversé la semaine dernière le département de Mbour, précisément à, comment dirais-je encore, avant Mbour, à Sandiara. Donc, mais ça, j'ai vu quand même que le maire a développé une stratégie révolutionnaire. Parce que il s'est dit, je ne peux pas me contenter aux dotations transférées par l'État du Sénégal. Ces fonds de dotation sont insuffisants pour le développement de ma commune. Donc, il fallait tenter d'autres stratégies. Il a essayé d'instaurer une zone industrielle. Et aujourd'hui, on a vu que cette zone industrielle est envahie par des Espagnols, par des Italiens, par des Chinois et par des Indiens qui sont en train effectivement de développer l'agriculture, surtout le maraîchage. Donc, dans tout ça, on a vu que l'agriculteur sénégalais est dans une situation exécrable. Et la plupart de ces agriculteurs, au lieu de rester pour tenter de faire quelque chose, ils cherchent effectivement à venir à Dakar faire autre chose. Jacques Diouf disait que aujourd'hui, il y a possibilité de mettre en place une stratégie de concession. Ça veut dire quoi? Au lieu de vendre les terres, mais pourquoi pas ne pas intégrer le cultivateur, l'agriculteur sénégalais dans le capital. Donc, par rapport à ces questionnements, j'aimerais bien savoir, est-ce qu'il y a moyen de mettre sur place d'autres paradigmes capables de sécuriser l'agriculteur sénégalais? Peut-être je commencerai par me présenter pour peut-être mieux expliquer pourquoi j'ai pris la parole. Je suis enseignant-chercheur à la Faculté des sciences et techniques. Et je m'intéresse à tout ce qui est utilisation des technologies émergentes au profit de l'agriculture ou bien au profit de la santé. Ce qu'on appelle l'IA et comment ça peut servir aujourd'hui à davantage produire ou à améliorer la productivité. Et je pense que le professeur Kassé a souligné l'importance des technologies et des techniques. Et aujourd'hui, à l'ère où nous sommes, utiliser davantage les technologies peut nous permettre d'améliorer la productivité et peut nous permettre peut-être de passer sous silence certains problèmes que nous avons. Particulièrement, par exemple, par rapport à l'agriculture rurale, le constat que nous faisons, c'est qu'aujourd'hui, l'agriculteur n'a pas peut-être les moyens de surveiller davantage sa production. Et avec les technologies, on peut l'aider à voir l'état de sa production, on peut l'alerter, on peut l'informer à temps réel. Et si ces technologies n'existent pas, il fallait avoir peut-être des agents spécialistes qui doivent aller sur le terrain pour peut-être détecter ça et l'aider à voir comment solutionner le problème. Donc voilà pourquoi je trouve très pertinent de revoir ensemble comment introduire davantage les technologies et comment surtout faire de sorte que les jeunes aujourd'hui s'intéressent à l'usage de ces technologies au profit des agriculteurs. Et le deuxième point sur lequel je voudrais insister, parce que le professeur Kassé nous a titillé un peu en disant que nous ne sommes pas suffisamment courageux en allant vers les décideurs. En tant que chercheurs, effectivement, nous avons tendance à rester dans nos silos, nous avons tendance à ne pas sortir et faire connaître ce que nous produisons en interne. Et il a totalement raison.
La question maintenant que je souligne, est-ce que cela n'est pas lié au mécanisme de reconnaissance de ce que nous faisons comme recherche? Jeunes, ce qu'on nous apprend, c'est qu'il faut passer au CAMES. Nous sommes souvent donc dans cette perspective, nous produisons des articles et nous passons. Aujourd'hui, peut-être j'ai passé toutes les classes du CAMES, mais c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte qu'en fait, je n'avais pas servi à grand-chose. J'ai travaillé dans une thématique que mon encadrant de thèse, mon directeur de thèse, m'avait choisi ou avait choisi pour moi. Mais je me suis rendu compte que c'était des problématiques qui intéressaient plus la France qu'aujourd'hui. Mais monsieur le professeur, ce qui est arrivé, c'est que depuis 3 ans, je m'intéresse vraiment à l'agriculture. Et les financements que j'obtiens, ce sont des financements de la France et du CRDI. J'ai 2 projets que je pilote. Et vous voyez qu'à partir de ce moment, la question que je me pose, c'est est-ce que aussi mon pays veut que je participe davantage? Parce que si les seuls financements que j'ai sont des financements des étrangers, est-ce qu'aujourd'hui, quand j'aurai terminé, la possibilité de venir restituer en disant à mon État, voilà l'argent que vous m'avez donné, comment je l'ai utilisé au profit de l'agriculture? Regardez le taux de bac L. Bon, j'ai eu le bac A. Est-ce que ce sont ces profils qui seront les meilleurs à former dans des écoles tournées vers l'agriculture? J'en doute. Donc voilà pour moi un premier problème. Retourner la tendance, avoir moins de littéraires, ou alors des littéraires bien formés, mieux formés, et avoir plus de scientifiques. Le deuxième point, quand le professeur dit qu'il nous faut une analyse complète de notre agriculture, je dis que ça, c'est un très bon exemple, mais un exemple rare. Vu qu'on n'a même plus assez de cercles comme ça pour discuter sérieusement de problèmes de développement, a-t-on assez de compétences? A-t-on aujourd'hui assez de jeunes qui pourraient procéder à de telles analyses de notre agriculture? Ont-ils été formés pour cela? Le feraient-ils bien? Le rédigeraient-ils seulement bien? Je me pose des questions. Vu certains profils d'étudiants que j'ai parfois devant moi, bon, peut-être qu'il y a autre chose à faire. Et mon troisième point, là c'est une question au professeur Kassé. Il a regretté que nous n'ayons pas pu faire revenir l'arachide. Donc j'ai compris les cultures de rente. Je me dis aujourd'hui en 2022, est-ce que c'est de mise de faire revenir l'arachide? Je ne sais pas. Moi, je dirais non. Et mon dernier point, quand vous avez parlé de guana et dire que c'était quelque chose de formidable, je dis effectivement c'était formidable, ne serait-ce que pour les fameuses pastèques guana que j'adorais. Donc il y avait de bonnes choses. Seulement, à mon avis, il y a un problème de durée de vie, de longévité de ces projets, tout comme dans l'éducation. Il y a de bons projets, parce que l'initiateur de ce projet s'en va, le projet s'arrête. Qu'est-ce qui a été bon dans ce projet qu'on devrait garder et que le nouvel arrivant au palais continue? Moi, je me dis c'est discontinu tous ces beaux projets. Voilà un autre problème. Oui, je pense que c'était mon dernier point. Et juste pour vous compléter, dans l'accompagnement de l'agriculteur, l'alerter, l'aider à mieux produire, lui apporter de la technologie, etc., c'est bon. Mais moi, je dis l'aider à conserver sa production. Quand je vois les tomates qui pourrissent, les oignons qui pourrissent, l'aider à conserver sa production et l'aider à vendre sa production. Voilà, merci. Je disais à mes amis, j'ai redoublé. J'avais eu la chance, en tout cas, d'être à cette station-là et j'ai eu un jour à dire au ministre, c'était Robert Sagna, je crois, de l'agriculture. Vous savez, nous, en tant que scientifiques, l'agriculture, c'est une équation à plusieurs inconnus et il faut les maîtriser, toutes ces inconnus. C'est le foncier, c'est le financement, c'est le package technologique. Notamment, il y a la formation, la recherche. Et de tout ça, je pense qu'il y a un manque de cohérence dans tout ça.
Et parfois, on donne l'accent sur un facteur et on oublie les autres, alors qu'il faut une cohérence d'ensemble de tous ces facteurs. La maîtrise de l'eau est un facteur très important. On a assez d'eau au Sénégal et on rejette dans l'océan Atlantique des milliards de mètres cubes d'eau, alors qu'on manque de l'eau. Moi, j'ai fait mon mémoire de fin d'études à l'école de Ponts et Chaussées sur comment optimiser les grands projets dans les pays en développement, avec donc, notamment le canal du Cayor, comment on pouvait faire en sorte que les entreprises sénégalaises profitent au maximum de la réalisation de ce canal. J'ai été déçu de ne pas voir ce projet réalisé. Et je crois que c'est un projet qu'il faut remettre sur le tapis parce que le long du canal, il y a des milliers d'hectares qu'on peut irriguer et ce serait une bonne contribution. L'autre aspect aussi, la Grande Muraille Verte, j'ai eu à présenter ça devant la Fédération mondiale des scientifiques. Ça les a tellement donc intéressés. En tout cas, j'ai 10 bourses d'étudiants de 3e cycle depuis 17 ans que je distribue à l'université. Et donc je réserve au moins 2 bourses donc à la Grande Muraille Verte et également au laboratoire de physique de l'atmosphère pour le climat, parce que j'ai été le premier président du Comité national changement climatique. Et je pense que le cadre d'échange que vous avez regretté, qui n'existe pas, entre les chercheurs et les décideurs, nous l'avons également souligné quand j'étais conseiller du CRDI. Nous avons fait des ateliers pour chercheurs et décideurs, comment les mettre ensemble pour réfléchir sur plusieurs thèmes. L'agriculture a été le premier thème qu'on a fait ici au Sénégal. On a fait venir les chercheurs et les décideurs. Et chacun a fait donc les reproches à l'autre groupe. On a fait le même exercice sur la santé au Bénin, sur la bonne gouvernance à Yaoundé, et sur la désertification au Mali, et sur l'éducation à Ouagadougou. Mon collègue disait effectivement, c'est un jeune chercheur qui travaille surtout sur des projets de recherche orientés vers l'extérieur. Il faut que qu'on puisse vraiment encourager nos chercheurs à réfléchir sur nos projets de recherche ici. Moi, je suis très modestement, depuis 2005, j'encourage les recherches avec le programme de bourse nationale de la Fédération mondiale des scientifiques que je gère, 10 bourses d'étudiants de 3e cycle, sur des projets de recherche qui intéressent les priorités du Sénégal, pour éviter la fuite des cerveaux. C'est une modeste contribution, mais aujourd'hui, depuis 2005, j'ai 170 anciens étudiants, dont certains sont devenus des professeurs et qui m'envoient leurs étudiants. Je pense qu'il faudrait qu'on fasse vraiment qu'on développe ce genre de choses-là. C'est un peu malheureux que de grands chercheurs comme donc mon collègue, qui a fait beaucoup de publications, moi, ce que j'ai toujours reproché à mes amis chercheurs, vous êtes dans votre tour d'ivoire, il faut aussi réfléchir aux problèmes du pays et voir comment contribuer. Et c'est ça qui manque. Il faut créer ces cadres d'échange. Le CRDI avait fait un exemple comme ça pour pouvoir enclencher, mais ça n'a pas été suivi. Donc, je pense que, professeur, vous avez abordé les problèmes vraiment cruciaux de notre agriculture. La question que je voudrais vous poser, comment faire en sorte qu'il y ait un équilibre entre l'agriculture paysanne qui occupe la majorité de nos populations, mais qui n'est pas rentable, et la nécessité d'avoir notre souveraineté alimentaire à travers l'agrobusiness. Et ça, il y a un équilibre à trouver entre les deux, et je pense que cette question mérite d'être donc étudiée de manière à encadrer la production paysanne pour plus de productivité, etc. Ce qu'il faut constater, c'est qu'il y a un point commun entre les pays qui ont réussi à s'imposer de nos jours sur la chaîne internationale au regard des questions économiques. Alors, tous les pays qui ont réussi, ils ont en commun un certain nombre de choses, principalement 2. Ils ont d'abord en commun la maîtrise de la science, mais aussi ils ont en commun la maîtrise de la technologie. Alors, le professeur Kassé a dit, l'un des obstacles, n'est-ce pas, que nos pays ont, c'est qu'ils n'ont pas la maîtrise de la technologie. Donc, ce qui fait que, du point de vue agriculture, nous avons souvent adopté ce qu'on appelle de l'agriculture de subsistance, n'est-ce pas, alors que cette agriculture de subsistance ne peut pas être le maillon du développement. Pourquoi? Parce qu'avec l'agriculture de subsistance, on ne pourra pas participer à toute la chaîne de valeur mondiale. Et tant qu'on ne fait pas de l'agriculture, n'est-ce pas, faire en sorte que notre agriculture puisse participer à la chaîne de valeur mondiale,
alors on ne pourra jamais assurer notre autonomie alimentaire ou bien notre sécurité alimentaire. Et donc, je donne un exemple. Le Sénégal, je crois, chaque mois, on consomme en moyenne 80 000 tonnes d'oignons. Et le Sénégal est un pays producteur d'oignons. Tout à l'heure, madame a dit qu'elle ne peut pas comprendre pourquoi nous, on cultive de l'oignon au Sénégal et que cet oignon-là pourrisse dans les marchés et en même temps, on importe de l'oignon. Donc, autrement dit, ça confirme ce que le professeur disait tout à l'heure, il n'y a pas de cohérence dans nos choix. Et ce manque de cohérence dans nos choix nous impose souvent à enregistrer dans tous les secteurs des situations de déficit, que ce soit dans le secteur primaire, dans le secteur secondaire et dans le secteur tertiaire. Et donc, ceci est très, très important. C'est pour cela que je dis, si aujourd'hui, on veut assurer notre autonomie et ne plus être, n'est-ce pas, des acteurs ou bien des économies qui subissent les chocs exogènes, alors il va falloir que nous définissions, n'est-ce pas, nos choix économiques, nos modèles économiques par rapport à nos faiblesses, mais pas par rapport forcément, n'est-ce pas, aux atouts que nous avons, parce que ces atouts, nous devrons toujours les consolider. L'un des atouts que nous avons ici, c'est un certain nombre de facteurs de production, en l'occurrence la terre. Si on veut développer l'agriculture, si on n'a pas, n'est-ce pas, un stock de foncier suffisant, on ne pourra pas développer cette agriculture-là. Et donc, c'est pour là, moi, je soutiens l'une des stratégies qui nous permettra de participer de façon très active à la chaîne de valeur mondiale du point de vue agricole, c'est de tout faire pour maîtriser la science et la technologie. C'est à partir de ce moment-là, nous pouvons avoir un modèle de développement économique basé sur l'agriculture, parce que tous les pays qui sont revenus, qui sont réussis à se développer aujourd'hui, ils ont tout fait pour maîtriser cela. Le professeur avait dit tout à l'heure que dans le cadre de son article révolutionnaire, il avait dit l'Afrique a un grenier plein, un grenier vide, et l'Asie un grenier plein. Et il a montré qu'avant, les Asiatiques, n'est-ce pas, mouraient de faim. Et pendant ce temps-là, l'Afrique était autosuffisante. Mais actuellement, les Asiatiques ont réussi à transformer leurs contraintes en opportunités. Et nous, on n'a pas réussi à conserver nos opportunités. Et elles se sont même transformées en contraintes. Voilà ce qui fait qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, tous les malheurs, n'est-ce pas, sont souvent destinés, n'est-ce pas, dans le cadre, n'est-ce pas, l'Afrique. Et si on se réfère au thème, l'agriculture et le Covid, je pense que le président ou bien le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé avait dit que l'Afrique va payer le plus lourd tribut par rapport au Covid. Mais en fin de compte, on s'est rendu compte que l'Afrique a été le continent qui s'était mieux comporté, n'est-ce pas, par rapport à cette situation. Donc, ce qui veut dire quelque part, si nous croyons à ce que nous avons comme, n'est-ce pas, outils, nous pouvons toujours, n'est-ce pas, surprendre les autres positivement. Merci. Nous avons formé une cinquantaine de docteurs en sciences économiques dans la sous-région, pas seulement à Dakar. Et la semaine prochaine, nous allons... non, c'est dans 2 semaines quand même. Nous irons à Abidjan parce que j'ai initié avec quelques collègues ce que j'ai appelé 100 docteurs femmes. Et on a recruté à travers l'espace, c'est ce qui partage le programme de 3e cycle interuniversitaire. On a recruté 100 jeunes filles que nous préparons depuis 3-4 ans au doctorat. Et maintenant, les soutenances auront lieu à l'Université d'Abidjan la semaine prochaine. Mais si nous regardons bien ce que nous avons fait, en tout cas en ce qui me concerne, nous avons beaucoup insisté sur précisément l'ancrage au local. Quelles sont les préoccupations de recherche? Et je dis toujours à mes collègues, je leur ai dit quand ils sont réunis il y a peut-être un mois, pour me rendre hommage. Je leur ai dit, nous ne pouvons être une communauté scientifique véritable et acceptée
en prenant toute notre souveraineté, notre autonomie scientifique, quand nous unissons et en monopolisant précisément les thématiques de recherche, n'est-ce pas, qui sont propres à nos pays. Malheureusement, on ne nous entend pas toujours, pour plusieurs raisons. Mais la plus fondamentale, c'est effectivement la crise de nos universités. C'est à ce niveau qu'il faudrait remonter. J'ai écrit il y a 1 an un ouvrage, Mondialisation, croissance, émergence et développement. En me posant 2 questions, le Sénégal peut-il construire un système économique performant et un système politique pertinent? Que les 2 choses vont ensemble. Alors, j'ai ajouté au bas ce qui est dit, ce qui est mal dit et ce qui n'est pas dit. Hein? Allez, c'est comme ça, non? Ce qui est dit, ce qui est mal dit et ce qui n'est pas dit. Ce qui est dit peut être amélioré. Ce qui est mal dit doit être corrigé. Ce qui n'est pas dit, c'est le prolongement. Une communauté scientifique s'appuie sur cette trilogie, n'est-ce pas, pour pouvoir progresser. Donc, absolument d'accord pour dire que nous ne devons pas être, en tout cas, les derniers dans la lutte pour le progrès scientifique et technique. J'appartiens à l'association chinoise. Presque chaque année, je vais en Chine. Mais chaque année, je suis émerveillé. J'ai même envoyé quelques étudiants. Ils m'ont donné parfois des bourses. J'ai envoyé quelques étudiants en Chine pour faire effectivement des recherches. Surtout sur quelque chose qui va vous passionner, l'intelligence artificielle vue par précisément les économistes. Donc, aujourd'hui, nous avons tout pour pouvoir progresser. La biscuiterie Dimbaya, les biscuits que nous connaissons, c'est lui, avec un investissement au départ de plus de 500 millions de francs CFA. Je prends l'exemple, on parle de KFC, d'Embaka, mon ami et frère d'Embaka, qui aujourd'hui est dans le truc des technologies avec KP, mais qui a su adapter avec Jollof Chicken pour nous faire un KFC au goût et localité qui aujourd'hui a l'assentiment même des Américains qui viennent le voir ici aujourd'hui et qui a une véritable stratégie d'expansion, non seulement sur le continent africain, mais au niveau international. Les contributions qui ont été faites depuis le début, et il y en aura certainement d'autres, qui montrent qu'aujourd'hui, comme je le dis, j'ai eu la chance avec le cabinet que j'ai dirigé au Gabon il y a quelques années, en 2009, d'avoir fait le plan stratégique du Gabon émergent, donc d'avoir une vue transversale de tout et comment s'articule le développement, au-delà de la communication. Le capital, le fondement, parce que l'émergence, c'est d'abord les bases. C'est comme quand vous construisez. Vous mettez des piliers qui les supportent, et lorsqu'il y a les fleurs au-dessus, c'est ça l'émergence, c'est ça la prospérité partagée. Quand on prend cette approche pyramidale, le fondement numéro 1 de l'émergence aujourd'hui au Sénégal, et peut-être même partout en Afrique, en tout cas au Sénégal, c'est le capital humain. Bien sûr. Et il est là. Ce n'est pas seulement des intellectuels en tant que tels. C'est le savoir-faire, la capacité de transformer une société, de prendre en charge les besoins fondamentaux d'une société et de les traduire en actes concrets. Et ça, au-delà des intellectuels, ce que Gramsci appelait les intellectuels organiques. C'est le mécanicien qui, lorsque j'ai ramené une voiture qui était en épave, en une semaine, sans avoir été à l'école, qui a 25 ans,
est venue me donner une voiture, je pense qu'elle ne roulerait plus jamais. Ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est un aspect qui me paraît fondamental. La seconde chose, et nous avons interpellé de ce point de vue, je fais tourner cette séance pour avoir du contenu à la télévision, à la radio, pour être un relais et pour permettre à des gens que les gens ne voient sur aucune plateforme, aucune chaîne, aucun truc de télévision. Mon frère qui est là, qui est né. C'est-à-dire que les gens sont dans un truc de modestie, le colonel, mais qui ont ma sœur Sidibé. Mais des gens qui ont de la compétence, mais qui ne s'exposent nulle part. Absolument. Quand on l'expose et qu'on en a, comme le doyen et le professeur Cassé, on vous fait passer le moins possible. On l'évite. Quand on ne peut rien faire, on le laisse parler parce que, comme on dit, c'est vrai, pour nous, ils pensaient que tout est là. Alors que c'est du savoir, de la connaissance, pour être utile à sa communauté, à son pays, à sa nation. Alors nous sommes interpellés, nous autres, effectivement, des médias, pour décloisonner, pour offrir ces plateformes d'expression, de savoir, de circulation, de formation, qui permettent de prendre en charge le destin et le cheminement d'un pays. En tout cas, nous essayons, on a essayé, sous des formes diverses, je ne voudrais pas offusquer personne, je n'en parlerai même pas, mais en introduisant la dimension économique dans nos programmes. On ramène tout ici aux politiques, mais au sens le plus négatif du terme. Exact. Qui font qu'il y a ces phénomènes de rejet. Il ne faut pas trop s'inquiéter s'il y a, aujourd'hui, les Sénégalais ne vont pas voter. Ainsi de suite, ainsi de suite. Parce que le débat public ne se limite pas dans un truc contraignant et véritablement superficiel de politique politicienne. Le débat public aujourd'hui, il se pose en termes de développement, en termes d'échange, en termes de pluralité des acteurs, des parties prenantes. Il ne faut pas qu'il y ait une cinquantaine de gens, dont moi compris, qui sommes là sur tous les plateaux de télévision et qui avons la science infuse sur absolument tout, au mépris de tous ces Sénégalais, de toutes ces intelligences, de tous ces gens qui aiment notre pays, qui aiment cette Afrique et qui n'ont pas droit de citer. Il faut cette rupture fondamentale. Mais pour qu'il y ait également cette rupture, il faut aussi que les annonceurs ne cherchent pas seulement à faire on fait le buzz, on fait le nombre de clics, on fait le nombre de vues, des choses comme ça. Il faut être dans des programmes utiles, des choses qui servent. Ce qui s'est dit ici aujourd'hui au niveau de l'agriculture. Et si on peut, au terme de cet échange, avoir des petites interviews en Wolof, tout ça, expliquer ce que nous avons dit, l'expliquer dans les autres langues, que ce soit perceptible, reçu par l'ensemble de nos populations, nous contribuerons à changer aujourd'hui les paradigmes. Absolument. Et moi, je pense que d'ailleurs, mon intervention n'a même pas de sens à la fin de faire des interventions. Je ferai des incursions comme cela. Mais, et je le dis tout le temps, je l'ai dit à d'autres, vous tous qui êtes là. Cette plateforme, notre plateforme, elle est là à votre service. Nous avons 2 chaînes de télévision aujourd'hui, Sunu Label TV et Label TV. Modou Ndiaye que vous voyez ici, lui là, il a été le caméraman de tous les chefs d'État sénégalais depuis Senghor. Plus de 40 et quelques années de métier à la RTS qui a pris sa retraite. Il est rentré à la RTS jeune, à 18 ans ou 20 ans. Il a fait l'INA, qui est l'institut d'audiovisuel le plus élevé aujourd'hui, en tout cas que les Africains utilisent, etc. Il a été le dernier caméraman du président Abdoulaye Wade, qu'il a suivi partout dans le monde, qui a formé celui qui était là avant, c'est lui qui l'a formé. Des gens qui ne sont allés dans aucune université, dans aucune école, mais qu'il prend pendant 5-6 mois en leur expliquant en Wolof, en leur montrant, quand vous ne faites pas le blanc, vous avez des images vertes, etc., et on a fait des caméramans, alors qu'ils étaient des manœuvres dans les chantiers que j'avais au Gabon pour construire un siège de télévision. Et la formation également, c'est cette formation professionnelle. Donc nous sommes interpellés, c'est l'agriculture, c'est la question du foncier. Sur toutes ces questions, le point véritablement, j'allais dire, d'ancrage essentiel, c'est aujourd'hui le digital. J'ai eu il y a quelque temps, pas très longtemps, d'en parler au chef de l'État. Et de lui dire qu'il y a des défis qui sont aujourd'hui des défis énormes. C'est le décloisement du débat aujourd'hui, national, qui n'est pas seulement politique. Tous les politiques compris ne font pas 1%, y compris avec leurs militants, leurs votants, 1% de la population. Absolument. Absolument. Toute la société doit être intégrée dans une démarche plurielle, diversifiée, contradictoire, mais positive dans un esprit de construction. La deuxième chose, c'est la place des champions nationaux dans l'économie. Il faut que Moussa Dimbaya soit partout aujourd'hui en Afrique et dans les supermarchés européens. Et c'est possible.
comme le bissap, comme d'autres choses, comme la pastèque, comme les melons du Sénégal, comme les tomates cerises. Il faut également, comme je lui dis, marquer son mandat en tant que président de l'Union africaine. C'est pas seulement la rencontre avec Poutine, etc., tout ça. Marquer ça, ça veut dire aujourd'hui, et je voudrais vraiment que nous soyons porte-parole de cette initiative, faire un grand événement qu'on pourrait appeler Digital Africa 1000, qui permet de réunir tous les acteurs, les startups de tous les pays africains. On en prend, disons, une vingtaine par pays. Sur 50 pays, on est à près de 1000, avec des experts et tout. Une grande rencontre, peut-être même de 2000 personnes, avec des institutions, des tout et tout. Parce que le digital, aujourd'hui, il est transversal, il est dans tout. Le digital est dans la santé, dans l'agriculture, dans l'économie, dans la banque, dans tout ce que nous faisons. Et j'en parle à bon escient parce qu'il y a quelques années, au début, quand j'étais au Kenya, je dirigeais une des structures Africa Online, qui était le leader de l'Internet en Afrique à l'époque, dans les années 98. Le M-Pesa, Mobile Money, c'est venu du Kenya. Tout simplement parce que c'était pour régler des questions pratiques et à partir de besoins locaux pratiques. Quand votre tante vous demande, qui est là-bas à Fongulimi, vous demande d'envoyer l'argent pour payer la scolarité, je ne sais pas, ou une ordonnance, qu'elle n'a pas de compte bancaire, qu'elle ne sait pas ce que c'est que ça, vous faites comment pour lui envoyer? C'est à partir de ce type de constat que ça a été inventé. Aujourd'hui, le monde entier s'est mis à l'heure du numérique et du digital. Alors, si on organisait ici au Sénégal un grand événement, Digital Africa, avec toutes les composantes, toutes les parties prenantes, dans l'éducation, dans tous les domaines, ce serait un événement inédit que personne dans le monde jusqu'à présent n'a jamais organisé. Et ça, l'Afrique, la jeunesse, les femmes, les acteurs économiques, toute la société le retiendront comme étant un événement qui a été un événement marquant. Et je disais à titre de rappel, ce qu'on a reconnu du mandat du président rwandais, Kagame, outre les réformes structurelles et financières du financement de l'Union africaine, c'est qu'il a réussi à repositionner les télévisions africaines comme détentrices des droits de retransmission des événements sportifs. Rien que sur cela, l'impact que cela a au niveau de la jeunesse, ce que les gens garderont de ce mandat qu'il a fait à l'époque en tant que président de l'Union africaine, vaut peut-être que nous nous battions pour que cette rencontre sur le digital puisse être faite et marquer véritablement la présidence sénégalaise de l'Union africaine. Je vous remercie. Merci beaucoup. J'ai envie de changer un peu la thématique en disant quelle politique agricole face au choc céréalier, cas de la crise alimentaire pour être beaucoup plus large. Et je dirais même quelle opportunité qui se présente à nous par rapport à cela. Donc, en guise d'introduction, je dirais que le Sénégal est un pays où l'alimentation est basée sur une perte en devises de 27 milliards. Même chose, nous sommes un pays importateur net de viande. Le lait, j'en parle pas, nous dépensons plus de 100 milliards chaque année pour acheter du lait, et Dieu sait quel type de lait nous achetons. Je ne vais pas encore entrer dans ce débat. Et ainsi de suite. L'huile également, nous achetons près de 250 000 tonnes d'huile par année. Même chose pour le maïs, c'est 350 000 qui nous proviennent essentiellement d'Argentine. Et ça rejoint ce qu'on disait, ce que le blanc nous disait. Acheter du maïs, c'est moins cher que d'en cultiver. Et jusqu'à présent, c'est vrai. Parce que c'est dû à des questions de productivité, à des paquets technologiques qui ne sont pas encore tout à fait au point. Et dernier élément, c'est le cas du blé. Nous en consommons à peu près 700 000 tonnes et j'en passe. Et cela montre que si je vois les secteurs de l'agriculture, maintenant je vais un peu plus au niveau du contexte international. Les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire sénégalaise, à l'instar des autres secteurs industriels, ont subi de plein fouet les impacts que nous connaissons tous qui sont liés à la pandémie à Covid-19. Ce qui a fait que nos modes de consommation alimentaire, face à un ensemble de changements, ce sont des changements en termes de transformation sociale, en termes économiques, en termes d'innovation technologique rapide, face à ces changements brusques, nous étions impactés de plein fouet. Les impacts de la COVID-19 et de la guerre actuelle sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle de nos populations ne sont plus à démontrer.
Parce qu'il y a eu tout un ensemble de changements, les fragilités des systèmes de distribution, de conservation et de stockage des denrées alimentaires. Ce qui fait que ces impacts, il y a une diminution de l'accessibilité de l'alimentation à une alimentation de qualité, nutritive et à une alimentation diversifiée. Il y a eu même une remise en cause de nos aspects fondamentaux de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations. Et le dernier rapport prouve que nous sommes toujours dans une situation critique, pour ne pas dire alarmante, d'insécurité alimentaire. Il se pose alors, on constate que il y a des bouleversements de nos modes de consommation alimentaire. Nous en sommes tous conscients et nous sommes d'accord sur ce point. Il est également clair que nous avons subi de plein fouet les impacts de ces bouleversements, de ces pandémies sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle de nos populations. Et il en ressort un questionnement. Comment devons-nous assurer l'équilibre alimentaire des ménages qui sont lourdement affectés par des pertes de revenus et en mettant l'accent sur les personnes qui sont immunodéficientes, sur les personnes âgées, sur les femmes enceintes ou allaitantes, mais également sur les personnes qui sont affectées par la malnutrition. D'une manière générale, il se pose la question suivante: comment assurer notre sécurité alimentaire et nutritionnelle? Et in fine, il s'agit pour l'État sénégalais de se dire, pour nous-mêmes, et le doyen en a parlé, quelle politique agricole, quelle stratégie devons-nous adopter afin d'assurer notre souveraineté alimentaire. Mais avant de répondre à cette série de questions, je m'en vais juste, avec votre permission, vous donner quelques rappels du concept de sécurité alimentaire. Ce concept de sécurité alimentaire, c'est un vieux concept qui a été débattu pour la première fois en 1974, en 1974, ce concept était plutôt axé sur la quantité de nourriture disponible. Très rapidement, ce concept a évolué vers la notion d'accès des populations à l'alimentation. Ce qui fait que la définition la plus consensuelle dit que la sécurité alimentaire existe lorsque tous les êtres humains ont à tout moment un accès physique, social et économique à une nourriture suffisante, saine et nutritive, leur permettant de satisfaire leurs besoins énergétiques et leurs préférences alimentaires pour mener une vie saine et active. Après, cette notion de sécurité alimentaire a migré vers une notion beaucoup plus large qui est la sécurité nutritionnelle, qui englobe et qui dépasse de loin celui de la sécurité alimentaire. Et cette notion a été introduite en 2005 lors de la crise au Niger, où certaines personnes disposaient de suffisamment de nourriture, mais qui souffraient de sérieux problèmes de malnutrition. Et c'est le cas actuellement. C'est ce que nous appelons le double fardeau de la malnutrition. Vous avez les pays développés où il y a un taux d'obésité de plus en plus important. Ils ont trop de nourriture, mais ils utilisent mal cette nourriture. Donc, ils ont également des problèmes de malnutrition au même titre que nous qui n'avons pas suffisamment de nourriture. C'est ce que nous théorisons, à savoir le double fardeau de la malnutrition. Donc, c'est pour vous dire que c'est extrêmement important et juste quelques éléments qui concernent l'état de la sécurité alimentaire dans le monde actuellement. Dernier rapport de la FAO et de l'OMS. Il dit que la prévalence de la sous-alimentation est passée de 8,4% à quasiment 10%. Et également que c'est en Afrique, malheureusement, que nous avons le plus de personnes impactées et qu'une alimentation saine est hors de portée pour quasiment plus de 3 milliards de personnes, dont les 2/3 vivent essentiellement en Afrique et en Asie. Idem pour les indicateurs de la nutrition. Nous savons que la plupart des enfants de moins de 5 ans souffrent de malnutrition, vivent en Afrique et en Asie. Au Sénégal, la situation n'est pas également très reluisante. D'après le dernier rapport
du comité sectoriel de lutte contre la malnutrition, nous avons 37 départements qui sont en phase minimale, donc on est vraiment sur la tangente, 8 en phase sous pression. Heureusement, nous n'avons pas encore de départements en phase critique. Mais il y a un paradoxe. Le continent africain est riche de produits alimentaires qui ne demandent qu'à être valorisés. Et vous l'avez dit tout à l'heure, mon cher doyen, nous avons de la terre, nous avons de l'eau, nous avons du soleil et nous avons également des technologies parce que nous avons des hommes compétents pour réaliser cela. Nous avons une multitude de productions locales avec des qualités exceptionnelles. Mais malgré cela, malgré ces potentialités, j'ai souvent l'habitude de dire à mes étudiants, l'Afrique berceau de l'humanité, mais notre continent n'est-il pas en train de devenir berceau de l'insécurité alimentaire et de la malnutrition? Ce qui me fait réagir en disant, quelle politique agricole et stratégique et quelle stratégie devons-nous mettre en place pour assurer la souveraineté alimentaire? Et là, je marche vraiment sur des œufs après ce que le doyen nous a vraiment partagé avec nous. Mais pour introduire cela, pour introduire ce point, permettez-moi juste de rappeler cette déclaration de notre président qui disait en août 2018, le 3 août exactement, si tout le monde s'y met d'ici peu, nous allons changer radicalement le visage du Sénégal grâce à l'agriculture. Et le doyen l'a rappelé, plusieurs de ses prédécesseurs ont tenu à peu près le même langage. Pourquoi ça n'a pas marché? Parce qu'il nous faut avoir des objectifs. Et à mon avis, il est important que parmi ces objectifs, qu'on puisse avoir en ligne de mire une diversification accrue des produits de base, mais également des produits d'exportation. Compte tenu de tout ce que je viens d'évoquer, tout le contexte que je viens d'évoquer. Deuxième élément important, c'est l'amélioration de la productivité par la généralisation de meilleures pratiques agricoles, de meilleures techniques d'économie, d'optimisation de l'eau. Parce que nous avons de l'eau, mais il faut optimiser l'eau. Et c'est inconcevable de parler en Afrique et au Sénégal de campagne agricole. Nous devons pouvoir cultiver 12 mois sur 12. Donc, à travers cette amélioration de la productivité. Troisième élément, c'est la promotion c'est la promotion des chaînes de valeur agroalimentaire compétitives, fondées sur une demande réelle, sur la participation bénéfique des secteurs publics et privés, ainsi que des producteurs et leurs organisations. C'est tout le sens de l'un des projets phares du PSE et du PAP2A, qui est la mise en place d'agropoles compétitives et intégrées. Et tout à l'heure, mon cher collègue parlait de Sandiara. Sandiara, avec l'intercommunalité Sandiara-Malicounda, va abriter l'agropole centre du Sénégal, que je pense que le président va lancer le 4 août. Donc, et l'agropole, c'est, d'après la définition de l'agropole, c'est l'ONUDI qui a initié les agropoles, et j'ai eu la chance de conduire l'équipe qui a fait l'étude de préfaisabilité pour la mise en place des agropoles au Sénégal en 2015. J'ai conduit cette équipe ici avec une dizaine d'experts internationaux. Et la définition consensuelle que nous avons fait de cet agropole, c'est: l'agropole est un pôle moderne de développement agro-industriel, facilitant la mise en réseau de l'ensemble des acteurs des chaînes de valeur à travers des partenariats verticaux, mais également horizontaux, visant à construire des synergies d'affaires. Et c'est ça qui nous manque aujourd'hui. Et dernier élément en termes d'objectifs, c'est l'intégration des producteurs aux chaînes de valeur via des partenariats publics-privés, via l'agriculture contractuelle comme modèle d'intégration des producteurs. Et si, pour moi, c'est important, les stratégies à mettre en place, c'est le rôle des organisations. On doit s'appuyer sur un élément important qui, pour moi, c'est le rôle des organisations paysannes. Parce que ces organisations paysannes
communément appelée OP. Ils ont pu développer une capacité de négociation, et également une capacité de proposition vis-à-vis de l'État. Mais ils se sont également, ces organisations assurent des fonctions multiples, telles que l'approvisionnement en intrants, telles que la commercialisation des produits, mais surtout en passant par l'appui conseil, est important. Et deuxième élément qui est important, et là, ce sont les exploitations agricoles familiales. On en a parlé. Ces exploitations agricoles familiales qui représentent la majorité du paysage agricole nécessitent des investissements afin d'obtenir des rendements plus élevés. Parce qu'il nous faut augmenter notre productivité dans des systèmes de production durables et diversifiés, mais aussi d'associer les activités agricoles à d'autres activités de l'économie rurale non agricoles. Ces exploitations familiales contribuent également efficacement à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, à la souveraineté alimentaire et d'une façon importante à la croissance économique, à la création d'emplois et à la réduction de la pauvreté. Parce que c'est là où nous allons pouvoir créer un ensemble d'emplois extrêmement important. L'agriculture, et dernier élément, l'agriculture doit être tirée par la demande. Nous devons avoir une agriculture tirée par la demande, des systèmes en se basant sur des systèmes alimentaires, répondant aux transformations des habitudes alimentaires, mais également en tenant compte des réajustements des filières aux demandes de marché, mais également avec un processus de transformation structurelle inclusive présentant un intérêt crucial pour la population rurale, pour nos collectivités territoriales. Deuxième élément, et là, il nous faut, le doyen Sylla parlait, il faut mettre les biscuits partout, nos produits partout. Il nous faut mettre nos produits partout. Il nous faut produire. C'est le minimum. Nous avons une population à nourrir. Donc produire, pour moi, c'est le minimum. Conserver, c'est vital, si on ne veut pas disparaître. Transformer, c'est une exigence. Nous devons transformer. Et consommer, c'est un devoir citoyen et civique. À l'heure, à la fois, en même temps de la mondialisation, mais également du repli de soi. Vous avez vu à l'heure actuelle des pays qui refusent de vendre leur blé, qui refusent de vendre leur maïs, qui refusent même de pomper plus de pétrole, même s'ils en ont les moyens, parce qu'ils ont également ce désir de repli de soi. Ça veut dire que ce que nous devons produire, nous devons le produire, nous devons le conserver, nous devons le transformer et en plus nous devons le consommer. C'est tout le sens du deuxième message que notre président a parlé la dernière fois. Il nous faut produire ce que nous consommons et consommons ce que nous produisons. D'autant plus que nos productions agricoles présentent des potentialités nutritionnelles qui, comme le pétrole et le gaz, bizarrement, attisent beaucoup d'intérêt. Nos productions agricoles attisent beaucoup d'intérêt, mais ce sont des intérêts incolores, inodores, que la plupart d'entre nous ignorent et qu'on ne soupçonne point. D'ici quelques années, vous allez vouloir boire votre bissap, vous n'en trouverez pas sur le marché. Vous allez vouloir boire votre baobab, vous n'allez pas en trouver dans le marché. Quasiment toutes les semaines que j'ai fait, il y a quelqu'un qui me contacte, il me dit, prof, est-ce que vous pouvez j'ai besoin de 2 conteneurs de bissap par mois. J'ai dit, maintenant, vous voulez me transformer en banana. Mais 2 conteneurs de bissap par mois, je ne peux pas vous trouver ça. Impossible. Il dit, on veut 2 conteneurs de couscous. Je dis, ça, c'est pas possible. Ça veut dire que ce sont des transformations qui nous échappent, comme je dis, qui sont incolores, inodores, qu'on ne s'aperçoit même pas de cela. Parce que tout simplement, nous avons des produits avec des potentiels nutritionnels insoupçonnés. La guerre qu'on connaît bien en Afrique. Et outre les commandements que j'ai pu avoir et des postes de conception au plus haut niveau
de certains ministères, comme le ministère de l'Intérieur. On m'a demandé de refondre en quelques mois la réglementation portant sur les dépôts d'explosifs en France et les transports d'explosifs. On était fortement impacté par le terrorisme et il fallait réagir à une réglementation qui datait des années 30. Et j'en suis fier parce qu'elle est toujours en vigueur. Mais un de mes plus beaux séjours, outre le Sénégal, ça a été ma nomination à l'école de guerre à Paris, où j'ai été nommé un des 4 commandants de division. Chacune des divisions est commandée par un colonel des 4 armées, dont la gendarmerie. Et ces divisions ont vocation à accueillir des stagiaires du monde entier, français également, bien sûr, de toutes les armées, et qui sont là pour apporter une réflexion à tous ces stagiaires qui sont au milieu de leur carrière et qui vont pour la plupart occuper des hautes fonctions et pour certains des fonctions de commandant de leur armée nationale. Ça m'a permis d'avoir un regard différent sur le sujet, la géopolitique. Qu'est-ce que c'est que la géopolitique? C'est l'étude de la politique, de la vie de la société dans toutes ses variantes, incluant bien sûr l'évolution de la société dans le monde économique, régional, mondial, local, mais à l'intérieur d'un concept géographique élargi, c'est-à-dire que ça va inclure également l'évolution du climat, les besoins de déplacement de population, que ce soit volontaire ou obligatoire. Et bref, tout ça, ça va, pour les militaires, être fondamental pour apprendre ce que c'est que la stratégie. C'est pour ça qu'on recrute à un certain niveau, les gens ont davantage 40 ans que 20 ans. On appelle ça l'ENA des militaires, mais à 40 ans parce qu'il faut d'abord qu'ils maîtrisent bien la tactique. Et c'est qu'à ce moment-là qu'on peut leur enseigner la stratégie. On parle de temps en temps de géostratégie, c'est une stupidité. La géostratégie, ça ne concerne que les militaires, c'est la stratégie tout simplement. Il vaut mieux parler de géopolitique. Mais on y arrive. Cette invasion qui a débuté le 24 février et qui, à l'époque, rappelez-vous ce que Poutine disait, c'est une opération de police. En fait, ça se traduit par une guerre, un conflit. Et une guerre, ça ne dure pas 3 jours. L'idée maîtresse que moi je développe, c'est que on peut penser que l'échec prévisible de la Russie dans cette affaire va profiter à l'OTAN, donc les Américains. La Chine, elle, reste prudente, observe, pragmatique. Les autres pays vont subir, et certains vont même subir encore plus difficilement. 3 points, on parle de l'emploi de l'arme nucléaire. Il faut savoir que les pays disposant de sous-marins nucléaires, lanceurs d'engins, ce qui est le cas de la France dispose de 4 SNLE. D'habitude, il y en a un qui est en mer en permanence, H24. Et là, depuis les déclarations négatives du président Poutine, c'est pour dire que c'est pris au sérieux. Nous aurions, parce que ça n'a jamais été précisé par le ministère de la Défense française, ce qui est logique, nous aurions sur 4 sous-marins, 3 sous-marins, lanceurs d'engins, quelque part dans les mers internationales. Il faut savoir que c'est une capacité de destruction, ces 3 sous-marins nucléaires, de 2000 fois la bombe nucléaire Hiroshima. Et les Français ne sont pas tout seuls à avoir ce genre d'appareil, les Russes aussi, les Américains aussi et les Anglais aussi. Les dernières déclarations de Poutine, c'est de dire qu'il va s'intéresser à l'Arctique. Et quand on est militaire, stratège, on comprend pourquoi. Parce que c'est là où la plupart du temps, ce genre d'appareil se réfugie. C'est un conflit qui va diviser le monde. Et
un conflit qui va avoir de graves conséquences de nature économique, de toute façon, dans différents domaines. Vous parliez de production, il n'y a pas que le blé. Pour qu'il y ait une réelle production, et même en Afrique, il faut de l'engrais. Et l'engrais, il est fabriqué à base de quoi? À base de gaz. Vous voyez un peu les enjeux, les impacts que ça peut avoir. Le désordre mondial, je ne vais pas refaire l'histoire, et depuis plusieurs années, on assiste à un désordre. Pourtant, le président Poutine, que moi je considérais quand j'étais cadre dirigeant à l'école de guerre comme étant le meilleur stratège européen. Il m'a profondément déçu, comme il a déçu énormément de gens. Mais il était prêt d'être accepté par les Américains. Et pourtant, Poutine, c'est vrai que c'est quelqu'un qui a un profond regret de la guerre froide et surtout le fait que le bloc soviétique a perdu définitivement cette guerre froide. Et donc ça, on a l'impression que ça lui reste en travers de la gorge, passez-moi l'expression. Et pourtant, l'URSS, c'est 10 ans de crise, la fin de l'URSS. Et c'est Poutine qui a réussi à redresser le pays. Avec un pays qui a un PIB, c'est quand même le pays le plus important du monde, au niveau géographique, et qui a un pays qui est proche de celui qui avait un pays aussi proche que celui du Portugal. Et enfin, Poutine a mis le point sur les i concernant ces oligarques, dont certains n'avaient qu'un objectif, c'était de piller le pays pendant le désordre. Biden, lui, c'est un vétéran de la guerre froide, il sait ce que c'est. Il a connu Cuba, il a connu tous ces épisodes, et surtout, il impose à l'Europe ce que lui veut. Tout ça pour arriver à ce que je mets, c'est que ça devient davantage une affaire USA contre la Russie. Dès le début, l'OTAN s'est fortement impliquée. En décembre 2021, le MI6 britannique annonçait qu'il allait y avoir la guerre en février-mars 2022. C'était déjà annoncé. Les Américains s'étaient bien sûr tous préparés, l'OTAN s'était préparée. Comment on peut expliquer que le navire amiral de la flotte russe ait été écoulé par les Ukrainiens? Comment on peut expliquer qu'une dizaine de généraux qui sont des commandants de divisions armées sur le terrain ont été exécutés directement par missile? Ce ne sont pas les Ukrainiens. Certes, les Ukrainiens ont téléguidé le missile, mais c'est bien la preuve que derrière, ce sont les Américains qui ont les services de renseignement. Je ne parle pas des plusieurs milliards de dollars pour la livraison d'armes en Ukraine, d'autres pays européens bien sûr aussi, parce que derrière c'est l'enjeu de la reconstruction. Donc il faut se positionner. L'OTAN, le traité de l'OTAN, il y a un article qui est fondamental, c'est que s'il y a un pays de l'OTAN qui est attaqué, c'est obligatoirement tous les pays membres de l'OTAN qui se retournent contre l'ennemi. Imaginons Poutine qui balance en permanence je vais lancer une bombe nucléaire. Il est capable de le faire. Apparemment, il est capable de le faire. C'est quelqu'un qui a une conviction et qui a une haine de la situation et veut absolument... mais imaginons que des particules radioactives franchissent la frontière et, entre guillemets, attaquent un pays membre de l'OTAN, on peut considérer qu'il y a agression. Donc j'ai le sentiment que l'usage de la bombe nucléaire, c'est pas sérieux. Il y a un bluff russe, mais c'est le principe même de la négociation. Je pense que la Russie a envie d'en sortir, ne sait pas comment, et en tout cas, les alliés de l'Ukraine font tout pour qu'à la table de la négociation, on va se retrouver entre Russes et Ukrainiens, il ne faut pas que l'Ukraine perde la face. C'est pour ça que je cite quelques maximes, sachant que j'ai beaucoup plus, dans mes études de stratégie, une attache avec la stratégie de Sun Tzu, l'art de la guerre. L'art de la guerre pour Sun Tzu, ce qui n'est pas le cas dans ce conflit,
Mais le meilleur des généraux, c'est celui qui place son armée de telle sorte qu'il va dissuader l'autre général ennemi d'engager le combat. Et c'est une stratégie qu'on peut très bien imaginer dans un monde civil, dans un monde commercial, où il faut engager un combat, c'est pas un combat militaire, et il faut tout faire pour gagner les parts de marché. Je vous laisse le détail, voilà le genre de missiles qui pourraient partir. Alors, on peut se demander si on n'est pas vers une nouvelle guerre froide. Et là, c'est intéressant de revoir l'histoire pour comprendre le futur. En 1945, les Américains ne voulaient pas l'OTAN. Ils se sont dit, l'Europe a été complètement détruite, il faut la reconstruire, et c'est par le monde, le pied économique qu'on va reconstruire, d'où le plan Marshall. Le problème, c'est que face aux Américains, les défenseurs, il y avait toujours Staline. Staline, c'est quand même, il ne faut jamais l'oublier, c'est 30 millions de morts. C'est 30 millions de morts entre la guerre, mais après, les populations entières déplacées. Donc, en réponse, oui, il a été décidé une réponse militaire, d'où le traité de l'OTAN. Maintenant, on peut s'interroger, mais l'Europe, est-ce que l'Europe n'est pas capable de devenir une puissance militaire? La question ne se pose plus. La question militaire ne se pose plus parce que pour créer une organisation intégrée, il faut un commandement. Qui va diriger cette organisation intégrée? Même si on voit que les Européens augmentent pour beaucoup leur budget militaire. Quelles sont en Europe les vraies forces combattantes? Avoir une organisation, une défense militaire, c'est bien, mais pour pouvoir effectivement projeter des forces, il y avait deux pays. Il y avait le Royaume-Uni, qui ne fait plus partie de l'Europe, et pour ma part, il ne reste que la France. L'Allemagne est un peu coincée parce que l'Allemagne, depuis la fin de la guerre, a interdiction d'envoyer des forces combattantes à l'étranger. Donc l'Europe, c'est ce que je mets. En plus, on voit que de plus en plus, malheureusement, les entreprises industrielles européennes d'armement sont boudées à l'avantage de l'armement américain. Donc c'est ce que je mets. L'Europe militaire, ce sont des paroles de diplomates. C'est pas le retour de la guerre froide parce que les règles ont changé. Et pour l'instant, personne n'est capable de dire quelles sont ces nouvelles règles. Personne ne sait quand la guerre sera finie et comment la paix sera négociée. Niveau tactique et opératif, c'est une vraie guerre classique. Poutine partait pour annoncer une opération de police spéciale, comme à Prague. Il pensait que ça allait se régler en 3 jours. Poutine a perdu la face. Il a perdu la face. Pourquoi? Parce que la Russie et l'Ukraine, ce sont des cousins. On parle souvent, vous l'avez entendu, Kiev, c'est l'histoire même de la Russie. Comment des Russes peuvent encore se battre contre des frères? Pour l'instant, ce sont des forces professionnelles russes qui sont envoyées. Comment peut-on demain envoyer des conscrits? En Ukraine, par contre, tout le monde se bat. Hein. Les vieillards se battent, les femmes se battent. Il y a une vraie mobilisation. Bon, mais face l'offensive, surtout, la Russie a une puissance d'artillerie gigantesque. La pandémie à Covid-19 et la récente guerre russo-ukrainienne a vraiment impacté de plein fouet les secteurs de l'agriculture et de l'agroalimentaire à l'échelle mondiale, y compris à l'échelle africaine, mais également au Sénégal. Ces deux fléaux qui ont impacté nos modes de consommation, ces deux fléaux ont également impacté les circuits de distribution, de production, de conservation et de production des denrées alimentaires à plus d'un titre, a négativement mis en jeu les équilibres sanitaires, mais surtout
les équilibres en termes de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Pour preuve, la récente déclaration de l'Organisation mondiale de la santé en rapport avec la FAO a montré dans leur dernier rapport que l'état de la malnutrition, de l'insécurité alimentaire est passé de 8,4% en 2020 à quasiment 10% en 2021. Ce rapport montre également que plus de 320 millions de personnes à travers le monde souffrent d'une sous-alimentation, que pratiquement près de 3 milliards de personnes n'ont pas accès à une alimentation saine et durable. Malheureusement, comme dans tous les fléaux, comme dans toutes les guerres, l'Afrique et l'Asie sont les deux continents les plus touchés parce que ces 3 milliards, à peu près les 2 tiers de cette population concernent la population africaine et asiatique. Et en termes d'impact également, il y a eu vraiment une non-disponibilité de l'aliment, des matières premières, puisque malheureusement en Afrique, y compris au Sénégal, nous dépendons pour beaucoup de l'importation que nous faisons en termes de denrées alimentaires. Notre pays, le Sénégal, importe jusqu'à présent quasiment 2 tiers de sa consommation. Donc ceci doit nous pousser à revoir de manière drastique notre politique agricole. Politique agricole qui doit être dorénavant guidée par la demande, notamment en termes de production locale de base, mais également en termes de produits d'exportation. Cette politique agricole doit maintenant se tourner vers la demande, c'est-à-dire nous devons demander à nos producteurs, à nos braves paysans, de produire ce que nous consommons, ce que nous avons effectivement besoin. Et une fois que nous avons augmenté nos productivités par une meilleure maîtrise de l'eau, par une meilleure maîtrise des intrants agricoles, par une plus grande mécanisation de notre agriculture, nous allons pouvoir augmenter notre production, notre productivité et donc avoir suffisamment de matières premières. Mais là, ce n'est que le début. Et il va falloir que cette matière première puisse être conservée dans de très bonnes conditions pour pouvoir servir plus tard et pourquoi pas ne pas, à l'image des autres pays du monde, avoir des réserves stratégiques qui nous permettront de survivre même lorsqu'il y a des fermetures de frontières, même lorsqu'il y a ce phénomène de transport qui devient de plus en plus difficile à cause de la pandémie, mais également à cause d'autres facteurs que nous ne maîtrisons pas. Cette conservation, c'est la deuxième étape, mais après, il va falloir transformer nos matières premières en divers produits finis que le consommateur va pouvoir utiliser tous les jours, mais également transformer tout en maintenant, tout en assurant une qualité nutritionnelle, mais également une qualité sanitaire adéquate pour pouvoir contribuer au développement de tout un chacun, mais également avoir une force productive avec suffisamment d'énergie pour pouvoir aller servir la nation sénégalaise dans d'autres secteurs, mais également tous les jours pour les autres activités qu'il nous faut impérativement mener. Si je prends le cas du gouvernement sénégalais, le gouvernement a fait beaucoup d'efforts, quoi qu'on dise. Il a fait beaucoup d'efforts au niveau de l'agriculture. Il a fait beaucoup d'efforts dans la mécanisation de l'agriculture sénégalaise. Il faut dire que ces 10 dernières années, l'agriculture sénégalaise s'est beaucoup mécanisée, mais il y a eu également un effort sur la disponibilité en quantité et en qualité des intrants, notamment des semences, mais également des engrais. Il y a également un effort qui se fait de plus en plus en amont, c'est-à-dire des meilleures techniques de conservation, mais il y a également une dynamique de valorisation, de transformation de nos productions locales par des petites et moyennes entreprises agroalimentaires
Et enfin, il y a une volonté du consommateur sénégalais qui veut de plus en plus consommer ce que nous produisons afin de prospérer notre pays. C'est le regroupement donc de plusieurs experts dont le but est d'émettre des études scientifiques, de faire des propositions pour les gouvernants du Sénégal et d'Afrique, aussi de pouvoir postuler aux offres de consultance dans le monde, donc de mettre des programmes de développement. C'est ça notre objectif. Donc l'objectif de cet atelier justement, c'est d'identifier les problèmes que posent nos dirigeants relativement à la crise alimentaire en perspective. Vous savez, le président Macky Sall a été l'avocat de l'Afrique par rapport à la crise qui pointe dans l'horizon, parce que, vous savez, l'Ukraine est le 3e pays mondial d'exportateur de céréales. Donc, est-ce que ce blocage effectivement du port d'Odessa, la crise russo-ukrainienne, ainsi que le contexte Covid ne vont pas avoir des répercussions réelles sur la population africaine en termes de sécurité alimentaire? C'est la raison pour laquelle nous avons initié cet atelier pour pouvoir identifier d'abord l'évolution effectivement de la politique agricole au Sénégal avec le doyen Moustapha Kassé qui a fait un excellent exposé. Deuxièmement, avec le professeur Madi Cissé qui est un professeur en agroalimentaire, pouvoir effectivement nous identifier les pistes de solutions, quelles sont les politiques alternatives à mener, dont la politique des agropoles qu'il a effectivement conduit lorsque les bailleurs voulaient mettre sur pied cette politique, nouvelle politique. Nous avons également un colonel de l'armée française qui nous a effectivement décrit une situation, la situation de conflit en ce moment et les répercussions géopolitiques. Donc dans l'après-midi, nous aurons mon intervention, parce que je suis docteur en droit maritime, concernant le blocage du port maritime d'Odessa. Donc je vais intervenir sur l'identification effectivement juridique d'abord, l'identification juridique, sécuritaire du port d'Odessa, le régime juridique des ports et les conventions internationales qui existent déjà et qui devaient obliger la Russie à ne pas bloquer le port. Vous savez, ainsi que les différentes pistes de solutions envisageables. Nous aurons également la communication de crise avec Matar Sylla, ancien directeur de l'AETS, qui a sa propre chaîne de télévision. Il y a aussi l'intervention de Thierno Ndaw Gueye dans l'après-midi. Tout cela. Tout ceci, c'est pour effectivement avoir une vue d'ensemble sur la crise alimentaire et comment les contenir. Nous allons après mettre sur pied une revue par rapport à cet atelier que nous allons adresser au président du Sénégal, Macky Sall, ainsi que les différents chefs d'État africains. Parce que nous, notre credo, c'est effectivement la production de la connaissance destinée au pouvoir, aux décideurs politiques. Parce que ce qui manque ici en Afrique, au Sénégal et dans certains pays, c'est l'interconnexion entre les experts ainsi que les décideurs politiques. Souvent, les décideurs politiques, ils décident en fonction de ce que sa propre équipe interne lui fournit. Alors que nous avons une vision extérieure, nous avons une diversité donc d'experts qui nous permettent effectivement de produire un document scientifique fiable, donc vraiment éprouvé.